Quelle réponse humanitaire à la crise sanitaire? C'est la question que nous abordons ce soir avec notre invité. C'est l'humanité tout entière qui est secouée par cette crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Cette crise sanitaire qui a également mis un certain nombre de personnes sur le carreau en raison de leur situation de précarité. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ces personnes qui sont fortement impactées par le coronavirus? Je pose ces questions ce soir à El Hadj Abdelaziz Aremu. Bonsoir. Cher ami Gilles, bonsoir. Moi, c'est Samuel Niaoui. Ah, ok. C'est Gilles qui vous a écrit, bien sûr. Merci. Vous êtes chef service gestion des volontaires à la Croix-Rouge togolaise et membre du comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. El Hadj Aremu, première question, est-ce que de votre responsabilité au sein de la Croix-Rouge, qui on le sait intervient sur un certain nombre de sinistres, vous avez observé qu'il y a eu un accompagnement, j'allais dire une réponse humanitaire, surtout vis-à-vis des personnes qui ont été durement éprouvées par cette crise sanitaire? Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, Samuel. Et qui parle d'humanitaire rime avec la crise. Donc, la Croix-Rouge étant donc une structure humanitaire, donc est toujours présente lors des crises et surtout des crises sanitaires. De ce point de vue, lorsque notre pandémie Covid-19 est arrivée, surtout au Togo, la Croix-Rouge togolaise s'est rapidement organisée pour faire face aux vulnérables, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ça a cloué tout le monde dans son coin. Le gouvernement a fait sa part. Et en tant que société civile et société humanitaire, la Croix-Rouge aussi a fait sa part, tout en prenant soin de garder son leadership en matière d'humanitaire au Togo, également en évitant d'exposer ses volontaires à la pandémie. Oui. Donc de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, les volontaires sont présents. Nous avons plus de 65 000 volontaires qui y travaillent. Et ils travaillent tout en prenant soin d'eux-mêmes, se protégeant et ne pas aussi se faire contaminer. Si je prends le cas des visites à domicile qui se faisaient régulièrement par les volontaires, nous ne les faisons plus. Nous ne faisons plus de regroupement pour sensibiliser les gens. Nous avons une autre manière de le faire avec des véhicules sonorisés, avec des mégaphones. Et les gens ont été formés dans ce sens pour travailler. Sur le plan international, vous allez vous rendre compte que nous avons déjà pris une longueur d'avance avec les affaires de Ebola, où beaucoup de Togolais, donc de la Croix-Rouge togolaise, sont intervenus dans des pays qui ont donc été frappés par ce mal. Donc l'expérience est encore là et nous l'utilisons vivement dans le cadre de notre pandémie Covid-19. Alors, au niveau de la Croix-Rouge, quand on parle ici de réponse humanitaire, quelle forme vous lui avez donnée à cette réponse humanitaire-là? La réponse humanitaire a connu une forme de lever le doute dans la tête des citoyens. Nous sommes allés à la collecte des rumeurs, des craintes, des croyances. Et nous les avons analysées, les avons transformées en termes d'émissions radiophoniques et avons invité des spécialistes qui nous ont accompagnés pour développer les dix thèmes. Si je prends le cas où les gens disent que soda bio ou bien la boisson forte peut tuer le virus, c'est vrai, nous on n'est pas spécialistes directement. Mais c'est ça que beaucoup croient. Et comme ce sont des rumeurs, il nous faut alors, on ne peut plus passer dans les maisons des gens. C'est la radio donc, qui nous a servi de couloir médiatique pour pouvoir passer l'information vers les communautés. D'accord. Alors, en même temps, sur un volet plutôt humanitaire, c'est-à-dire on pense à un certain nombre d'assistances qu'il faut apporter aux personnes vulnérables. Est-ce que ça fait partie de votre champ d'action? Pour ce travail, ça fera partie de notre action.
Ça, c'est la situation post-Covid. Il faut accompagner maintenant les communautés au vu des difficultés que la pandémie a causées. Mais pendant la pandémie, il faut passer l'information, assurer la prévention et protéger les populations. Donc, nous diffusions les mesures que le gouvernement a mis en place afin que les populations s'en approprient et pouvoir vraiment les utiliser à tout moment et en bon escient, en commençant par les volontaires de la Croix-Rouge qui en donnent donc les exemples. On a vu la plupart des actions de sensibilisation et autres qui ont été menées durant cette pandémie depuis qu'elle a été annoncée dans notre pays se sont plus concentrées dans les localités qui étaient déjà très accessibles aux moyens de communication. Vous, au niveau de la Croix-Rouge, est-ce que vous avez pu atteindre le Togo profond? Oui, c'est ça la différence entre nous et toutes les autres associations. Nous ne sommes pas des associations qui allons dans les communautés pour travailler, mais nous faisons partie de la communauté. Vous savez, la Croix-Rouge est l'institution la plus internationale. Vous la voyez dans presque tous les pays du monde. Nous sommes aussi l'institution la plus communautaire. Vous nous voyez au coin fond d'un pays, ce que d'autres institutions ne font pas. Donc cette différence fait que nous sommes toujours les premiers à arriver sur le terrain. Donc quand il s'est agi de la pandémie Covid-19, rapidement la mobilisation est faite à tous les niveaux de nos institutions décentralisées que nous sommes, de Lomé à Saint-Cassé, comme je le disais. Il y avait eu un briefing à tous nos volontaires afin qu'ils puissent maîtriser la nouvelle forme de travail et aussi passer l'information sur la pandémie, parce que c'est nouveau. Tout le monde n'est pas censé savoir ce que c'est. Donc, on les a donné les informations de façon classique. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce que le gouvernement a demandé de faire? Comment le respecter? Comment nous protéger nous-mêmes? Donc, ces mesures, ces informations ont été suffisamment données aux collègues et comment aussi collecter les rumeurs dans la communauté à travers les focus groups. Donc, ce qui a été fait, et ça nous a aussi facilité le travail parce qu'on a été accompagnés par nos partenaires traditionnels de mise en œuvre. Alors, en même temps, est-ce que ça veut dire que durant cette pandémie, au niveau de la Croix-Rouge, vous avez été obligé d'abandonner votre champ d'intervention classique pour concentrer vos actions sur la crise sanitaire? Et nous ne dirons pas que nous avons abandonné. Nous sommes une institution destinée à atténuer la souffrance humanitaire, la souffrance des hommes. Donc, partout où la souffrance est dégagée, nous intervenons. Donc, à tout moment, pendant qu'on est en train de nous sommes en train de nous occuper de la pandémie, s'il y a d'autres problèmes, nous ne sommes pas absents. Notamment, lorsque nous parlons de la lutte contre le paludisme, nous recommandons toujours que les dents dorment sous la moustiquaire. Nous recommandons aux femmes enceintes d'aller aux consultations prénatales. Nous recommandons aux femmes allaitantes de continuer par faire l'allaitement exclusif au lait maternel pendant les 6 mois. Donc, et nous faisons aussi la prévention du choléra parce que la pluie est déjà là. Nous faisons aussi la mobilisation et la préparation aux inondations parce que les pluies étant déjà annoncées. Voilà, tout ça là, on n'a pas abandonné. Nous avons continué afin que si à côté de Covid, les dites difficultés arrivent, que nous ne soyons pas surpris, mais que nous puissions amener à travailler en prenant en compte les barrières dictées par le gouvernement contre le Covid. Ça, c'est ça aussi de jauger nos activités. Elles sont là, mais elles ne seront plus sous l'ancienne forme, mais nous prenons en compte la nouvelle situation de Covid pour travailler. Ça veut dire, à votre sein, vous avez dû mettre en place une nouvelle organisation de travail. Absolument. À savoir, vous ne pouvez pas collaborer dans nos organisations sans porter de masque. Ça devient un deuxième portable d'un secouriste ou bien d'un volontaire de la Croix-Rouge. Vous avez votre portable cellulaire et le deuxième portable est donc le masque. Nous avons aussi recommandé que nos volontaires sortent avec la solution hydroalcoolique ou le gel personnalisé. Parce que ce n'est pas à tout moment
que vous allez découvrir le dispositif de lavage de mains. Mais en cas de doute sur une situation, vous l'utilisez. Donc les 3 portables là sont des recommandations fermes à nos volontaires. Nous les avons livrés pendant que certains partenaires nous ont permis de le faire, mais d'autres individuellement se sont procurés de tous ces outils-là. Justement, vous avez dévancé la question que j'allais vous poser, si vous en aviez mis à disposition de vos agents d'intervention. Bien sûr, bien sûr. Il est prévu encore d'en faire autant. Et nous sommes appuyés par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui donc a déjà mis à notre disposition des moyens dans un premier round. Nous sommes en train d'exécuter un deuxième round d'appui, qui est plus volumineux que le tout premier, qui va donc comporter un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'aller dans la grande couverture du pays. Okay. Quand on commence, on fait un peu pour apprécier les difficultés et après on se lance dans la grande surface. En même temps, on est à un moment où, on le voit, même au niveau de la communication institutionnelle, on dit que la pandémie est sous contrôle et la sensibilisation telle qu'elle a été vraiment omniprésente au début, ça a commencé par baisser. Ça veut dire que la Croix-Rouge n'a pas baissé de régime. Vous maintenez cette intensité? Et il me plaira que votre télévision nous accompagne pour les 2 ou 3 mois à venir. Vous allez vous rendre compte que nous, on n'a aucun plaisir à baisser le bras. Nous sommes en permanence dans les actions. Du point de vue siège de la Croix-Rouge, du point de vue coordination régionale de la Croix-Rouge dans les régions, du point de vue de nos organisations au niveau de chaque préfecture et du point de vue de nos bases dans les villages, quartiers du Togo. Donc voilà comment nous organisons, nous travaillons. Donc en aucun moment, chacun connaît sa responsabilité. Okay. Ce que tu dois faire. Pourquoi nous faisons cette forme de travail? C'est la proximité. Oui. Nous préférons découvrir le mal qui est à côté de moi, je apporte la solution, que de quitter de chez moi et aller ailleurs pour servir. Je suis là où je suis dans un village. Qu'est-ce que je fais pour mon village? C'est comme ça que nous travaillons. Donc ça permet de bien cerner le mal et d'apporter les solutions utiles à ce mal-là. Donc voilà comment nous travaillons et je peux vous assurer que c'est maintenant que le vrai travail commence. Maintenant, est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact de vos actions dans le cadre de cette réponse humanitaire sur le terrain? Nous avons un mécanisme d'auto-évaluation de nos activités. Auto-évaluation parce que nous ne souhaiterons pas que ce sont des cabinets extérieurs qui rentrent dans un village et apprécient le travail qui est fait ou qui doit être fait et comment ça a été fait. Dans notre démarche de formation de nos volontaires, nous y incluons ce mécanisme qui leur permet de savoir nous sommes à une situation A et à une situation B, nous devons y arriver en prenant en compte quoi. Oui. Notamment l'information. Est-ce que l'information est au top, accessible à tout le monde, appliquée par tout le monde? Ça, c'est connu. Donc, à un moment donné, nous faisons cette auto-évaluation communautaire pour permettre à la communauté elle-même d'apprécier si nous avons évolué ou nous n'avons pas évolué. Oui. Donc, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront vous taxer. Sur cette base, si vous n'avez pas évolué, vous vous organisez à prendre en même temps de nouvelles dispositions pour rater ce qu'il fallait faire que vous n'avez pas encore fait. C'est comme ça. En même temps, il y a aussi puisque c'est l'une des particularités de cette maladie, on ne peut plus se réunir comme avant. Alors, puisque cette difficulté existe aujourd'hui, même si vous le dites que la Croix-Rouge est organisée, il y a les sections, il y a les sous-sections, il y a tout cela, est-ce qu'il y a une coordination qui veille à ce que les choses soient bien faites sur le terrain? Je vous dis que nous sommes... Comment travaille cette coordination-là pour avoir les informations fiables pour savoir que l'objectif est atteint ici ou non? Très bien. Nous sommes une institution auxiliaire des pouvoirs publics. Donc, nous travaillons à pouvoir respecter ce que le gouvernement recommande à la population. Donc, c'est ça que nous diffusons le plus. Et la coordination, je vous l'ai cité tout à l'heure, elle est d'abord nationale.
du point de vue siège. Oui. Et elle est ensuite régionale du point de vue coordination dans les 5 régions du Togo et du point de vue préfectoral avec nos comités préfectoraux. Donc sur ce plan, ça circule comme information. Je vais vous donner un exemple simple. Il a été demandé de ne pas se réunir plus que 15 personnes. Oui. C'est ainsi que quand nous allons maintenant faire nos programmations de formation, nous les faisons sur la base de 15 personnes. Tous en masque, tous assis avec une distanciation sociale de 1 mètre. Et voilà comme ça. Comme si ça va nous faire 10 sessions. Au lieu de 3 ou 4, on va faire 10 sessions. Okay. Parce qu'il fallait respecter ça et faire inculquer ça à nos volontaires pour qu'ils comprennent que nous devons être les premières personnes à observer, à donner l'exemple et à observer aussi les mesures dictées par le gouvernement. Maintenant, sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire exactement, en dehors de ce que vous faites, par exemple, aller collecter les informations, préparer, j'allais dire, des réponses aux rumeurs et autres, quels sont les besoins réels sur le terrain aujourd'hui? Les besoins réels sur le terrain sont très simples, identifiables. D'abord, c'est le port de masque. Oui. Nous sommes en train de réfléchir à pouvoir mobiliser en notre sein des hommes et des femmes qui sont couturiers, afin qu'ils puissent produire localement des masques pour leur communauté. Parce qu'on a vu qu'il y a une négligence importante à ce niveau, du fait que c'est l'argent, c'est ceci, c'est cela. Vous verrez que dans nos villages, certains portent masque quand ils vont au marché. Oui. Mais quand ils sont dans le village, dans la maison, ils ne trouvent pas ça utile. Bon, tout ça là, ce sont des rumeurs, c'est des comportements qui ne tiennent pas lieu. Donc, on explique, mais il faut fournir les masques. Donc, ce travail va se faire. Oui. Nous sommes en train de préparer les communautés à s'organiser, à faire la préparation du savon liquide. Parce que c'est un besoin pour se laver la main. Oui. Ça aussi, ça va se faire. Nous avons ce que nous appelons les dispositifs communautaires de lavage des mains. C'est un dispositif simple qui est fait à base des bidons de 5 litres vides et avec des troncs d'arbres en fourchette et avec un nylon et on pédale. Le bidon se renverse un peu, ça vous sort de l'eau et ça se renverse. Maintenant, on a amélioré en ajoutant un deuxième bidon qui contient l'eau savonneuse. Donc, vous pédalez le premier bidon qui vous donne le savon et vous pédalez en peu de... Donc, ça aussi, on va faire la promotion énormément dans les communautés. Voilà les besoins auxquels nous apportons immédiatement des solutions, tout en restant dans la ligne droite que préconise le gouvernement. Et vous avez réussi également à faire l'inventaire de ce qui pourrait se présenter comme besoin futur? Le besoin futur, c'est le post-Covid. Ça, c'est ce que nous appelons l'accompagnement que nous pouvons faire aux communautés. Ça fait partie d'un deuxième plan B qui se prépare déjà et pour lequel nous allons recevoir de l'assistance extérieure s'il y a lieu pour nous accompagner à préparer cela. Ça se fait déjà et des partenaires sont venus uniquement aussi pour ça. Ils ne sont pas là pour l'actuel. Ils pensent déjà à post-Covid, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner les communautés. Et là, nous ne faisons pas cette intervention sans la communauté. Nous faisons ce que nous appelons le VC ou bien ce que nous appelons les focus group, à partir desquels nous collectons les vrais besoins des communautés. Nous ne restons pas dans nos bureaux, imaginons les besoins et allons sur le terrain pour les fournir. Non. Ça, ce n'est pas la démarche au niveau de la Croix-Rouge togolaise. Vos actions, vous les faites un peu en collaboration avec l'autorité publique? Absolument. Nous ne sommes pas en déphasage. Notre premier partenaire de terrain, c'est le ministère de la Santé. Donc, tous les démembrements du ministère de la Santé collaborent avec nous au plus bas niveau que nous appelons les formations sanitaires. C'est à ce niveau que nos secouristes, nos différents... Parce que les volontaires, on en a différentes formes. Les clubs des maires,
les papas champions, les volontaires en gros, qui collaborent avec ces structures sanitaires de manière à ce que ces volontaires ramènent du village aux responsables des formations sanitaires l'appréciation qui est faite de leur travail. Ils prennent ça en compte, les agents de la santé, et aussi à travers donc ces volontaires de la Croix-Rouge, renvoient vers le village ce qu'ils attendent des volontaires, des communautés. Voilà un peu la transition que nos volontaires font entre les structures sanitaires et la communauté. Mais l'État, n'apporte pas directement de financement à vos actions. Non. Vous savez, il y a que nous sommes vus, ça on le regrette beaucoup, comme si nous sommes riches. Nous avons assez de ressources. Peut-être c'est de par l'ampleur de notre travail. Et nous n'avons pas de l'argent avec la Croix-Rouge togolaise. Nous demandons, nous écrivons projet, demandons, négocions, expliquons. Et les gens nous font confiance parce que ils trouvent que par nous, ils peuvent atteindre les populations réellement. Les intermédiaires nombreux qu'on trouve dans certaines interventions n'existent pas au niveau de la Croix-Rouge. C'est directement aux communautés. Et vous pouvez aller même vérifier. C'est ça aussi qui est important pour les partenaires. Et certains passent par l'État pour nous donner des moyens. Et ils disent à l'État, vous prenez ceci, mais nous souhaiterions que la société civile, telle que la Croix-Rouge, soit bénéficiaire de ceci, de cela. Actuellement, la tendance est de nous confier tout le volet communautaire de la lutte. Parce qu'au départ, c'est des individus qu'on a retrouvés, mais étant donné que la pandémie est dans toutes les communautés, les étrangers qui arrivent au Togo, c'est dans la communauté. C'est dans la communauté qu'on ne porte pas de masque. C'est dans la communauté qu'on ne lave pas les mains. C'est dans la communauté qu'on va faire la recherche des cas contacts. Tout est communautaire. Il va falloir qu'un travail sérieux soit fait à ce niveau pour réussir la lutte contre la pandémie. Alors, on a encore quelques minutes avant de finir, 2 ou 3 minutes. J'aimerais vous poser des questions, enfin 1 ou 2 questions également sur l'autre casquette que vous portez. Vous êtes membre du comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Quelles observations vous avez faites au niveau de ces marchés du Grand Lomé? Aujourd'hui, ces mesures barrières sont rentrées dans les habitudes? Pas suffisamment. Vous savez, le marché a été le seul qui n'a pas été fermé, ou le lieu le plus affluent qui n'a pas été fermé. Je crois que ça a attiré l'attention des hautes autorités du pays pour dire, ce lieu-là, il faut aller voir, pour que nous n'ayons pas une bombe qui sorte par là. Donc, le travail a été fait en plusieurs phases. Il y a une phase première d'aller constater qu'est-ce qui se passe dans les marchés. Donc, il y a un dossier sur les 64 marchés de Grand Lomé. Nous les avons visités tous. Et maintenant, un dossier global sur les grandes difficultés. Au vu de ça, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? C'est amorcer. Et qu'est-ce qu'il faut faire techniquement, opérationnellement et financièrement également? Tous ces aspects ont été identifiés. Les marchés sont gérés par les mairies. Or, les mairies viennent d'être installées et n'ont pas assez de ressources. Cet aspect aussi a été relevé, afin qu'on puisse mobiliser les ressources pour mieux faire. Pour l'instant, en termes de gestion, c'est toujours peu mieux faire. Mais pour les parents, nos usagers des marchés, là, c'est vraiment un travail profond qu'il faut faire. Et la tendance que nous voulons privilégier actuellement, c'est d'associer fortement les usagers à la lutte. De manière à ce que lorsqu'on trouve quelqu'un dans le marché qui ne porte pas de masque, au-delà de l'amender, de taxer cette personne, que cette personne soit considérée comme un danger. Parce que celui qui ne porte pas de masque devient danger pour les autres parce qu'on ne sait pas s'il porte quelque chose ou pas. Donc c'est comme ça que nous allons associer plus les organisations des femmes, des revendeurs du marché à la lutte dans la prochaine étape. Et la sensibilisation, elle se poursuit toujours sur les marchés? Totalement et intensement. Sur le plan appui, pour se laver les mains,
pour le contrôle dans le marché et du point de vue du mécanisme sonorisé qui sont dans le marché, on ne fait que diffuser ce travail-là. Mais il nous faut un travail physique. Renforcer ce travail physique. Associer les usagers à ce travail. Eladj Adela Sissi Aremou, merci d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef service gestion des volontaires à la Croix-Rouge togolaise et membre du comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Voilà qui nous conduit donc à la pause tout de suite. Et puis on revient après pour Regard Croisé.